chez Francis Lefebvre et en charge du contentieux et arbitrage, et moi-même, Caroline Mercier-Avstine, associée chez EY Société d'avocats et en charge du département résolution des litiges. Alors, dans le cadre de ce webinaire, nous allons aborder essentiellement trois grands points pour vous présenter cette chambre. Tout d'abord, pourquoi une chambre du contentieux international au tribunal de commerce de Nanterre. Ensuite, nous verrons les principes et spécificités de fonctionnement de cette chambre internationale. Et enfin, nous aborderons la composition de la chambre et les avantages de recourir à une telle chambre avec un triple prisme, celui tout d'abord du tribunal, celui ensuite du praticien qui est le directeur juridique d'un groupe installé en France, et enfin des praticiens en tant qu'avocat avec Jean-Fabrice et moi-même. Nous avons également prévu de consacrer 15 minutes en fin de webinaire aux réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas, si au cours de la présentation des questions vous viennent, de les passer par écrit au fil de l'eau, et comme ça nous pourrons les reprendre à la fin du webinaire. Je donne donc la parole à Monsieur le Président du tribunal de commerce. Merci Maître. Donc pourquoi créer une chambre du contentieux international au tribunal de commerce de Nanterre? Avant de répondre à cette question, un mot sur le département des Hauts-de-Seine et son activité internationale, et un mot également sur le tribunal de commerce. Donc, avec un produit intérieur brut qui est maintenant proche de 100 milliards d'euros, le département des Hauts-de-Seine est le deuxième département de France en termes de PIB. Le registre du commerce et des sociétés de Nanterre compte 179 000 entreprises et fait notable, le département des Hauts-de-Seine est le premier département de France en termes d'entreprises de plus de 1000 salariés, qui, la plupart, ont effectivement une activité internationale plus ou moins forte. Enfin, parmi ces entreprises, il y a 10 sociétés du CAC 40 qui ont leur siège dans les Hauts-de-Seine. Par ailleurs, il existe 2700 établissements, donc soit filiales, soit succursales de groupes étrangers dans les Hauts-de-Seine. Et enfin, la Défense est bien le premier quartier d'affaires européen, et notamment 41% des établissements qui sont implantés à la Défense sont soit des succursales, soit des filiales de sociétés étrangères. Donc un département important pour l'économie française, avec une vocation internationale forte. Le tribunal de commerce de Nanterre, en peu de mots, donc, compte 72 juges qui sont tous issus de tous les secteurs de l'économie. Le tribunal comporte 10 chambres, 6 chambres de contentieux, dont la chambre du contentieux international, 3 chambres de procédure collective et une chambre des responsabilités et des sanctions. Et le tribunal rend un peu plus de 30 000 décisions par an. Donc pourquoi une chambre du contentieux international? Tout d'abord, pour rendre un service aux entreprises des Hauts-de-Seine qui ont une activité internationale. Mais plus généralement, pour faciliter l'accès des entreprises internationales aux juridictions commerciales françaises et aux garanties procédurales du droit français, et donc contribuer à renforcer la position de la France dans la véritable compétition qui existe avec les chambres commerciales internationales émergentes, par exemple à Singapour, aux Pays-Bas, en Allemagne, à Dubaï ou en Chine. Deuxième intérêt, permettre aux entreprises de l'Union européenne qui soumettaient jusqu'alors leurs contentieux internationaux à Londres d'échapper à la procédure d'exequatur qui est l'une des conséquences du Brexit. Deux dates clés importantes dans cette création. La première, c'est celle du 16 décembre 2019, qui est donc la date de la création de la Chambre et de la signature d'un protocole entre le tribunal et le barreau des Hauts-de-Seine. Et deuxième date importante, un an après, le 17 décembre exactement, création d'une section internationale au sein de la chambre commerciale de la Cour d'appel de Versailles, de façon à bien respecter les deux niveaux de la juridiction.
Voilà, j'en ai terminé, Maître, et je vous redonne la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de raisons à la fois économiques liées à cette création de la Chambre du contentieux international. Et je pense que maintenant, on peut aborder les principes et spécificités de cette Chambre. Et Jean-Fabrice, je crois que tu avais une question en particulier. Voilà, peut-être, Madame Montel, vous pourriez nous expliquer les types de litiges qui sont susceptibles d'être traités par la Chambre du contentieux international. Alors, les types de litiges qui sont susceptibles d'être traités par la Chambre internationale sont des litiges de nature économique ou commerciale et qui présentent un caractère international. Alors, pour présenter un caractère international, c'est soit qu'une partie est de nationalité étrangère et ou que le litige implique l'application de droit étranger, d'une convention éventuellement internationale, d'une convention internationale ou du droit de l'Union européenne. Ce sont les critères qui nous permettent de définir que tel ou tel litige relève ou non de la Chambre du contentieux international. Alors, sur les secteurs qui sont concernés, c'est tout secteur économique, tels que, bien entendu, les contrats, le transport, les assurances, le droit des sociétés, la finance, banque, construction, négoce international, santé, pharmacie, informatique, etc. Tous les secteurs sont concernés. Alors, les litiges peuvent être des litiges au fond ou des litiges comme en référé. Et nous avons prévu dans le protocole qu'une audience chaque mois serait dédiée aux audiences de référé de la Chambre du contentieux international. Autre possibilité, c'est que le juge qui statue en référé dans un référé habituel renvoie l'affaire au fond devant la Chambre du contentieux international parce que cette chambre, parce que ce litige répond aux critères. Donc voilà sur le type de litiges qui sont susceptibles d'être traités par cette chambre. Merci beaucoup. Alors merci, on voit qu'effectivement du coup le périmètre de cette chambre en termes de typologie de litige est très large et couvre tous les secteurs de l'économie. Vous avez également précisé que cela couvrait le fond et le référé, ce que je trouve extrêmement intéressant en tant que praticien qu'on puisse effectivement avoir cette possibilité d'aller en référé devant cette chambre, et on verra après, notamment par rapport à certains avantages de cette chambre en termes de particularités linguistiques de ces contentieux. Et justement par rapport à ça, quelles sont les spécificités du traitement de ces contentieux en termes de langue et en termes de procédure? Alors, en termes de langue, je ne dévoile rien de nouveau en disant toute l'importance de l'anglais dans le commerce international. Et donc, l'un des critères pour les juges qui présentent leur candidature pour devenir juge de cette chambre, c'est qu'ils soient anglophones. Ça, c'est une obligation. Alors, évidemment, il y a l'ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 qui nous limite sur certains aspects, en particulier les actes de procédure, c'est-à-dire l'assignation et les conclusions doivent être en français, les rapports d'expertise et le jugement. Le jugement sera traduit à l'initiative des parties et à leur coût, mais nous ne pouvons pas faire autrement, et c'est bien sûr le jugement tel qu'il est en français, tel qu'il est rédigé en français qui fera foi. Maintenant, bien sûr, nous avons un espace qui nous permet d'abord d'accepter que les pièces qui sont produites par les parties dans leurs conclusions soient reçues non traduites. Les juges sont aptes à comprendre les pièces qui sont déposées directement en anglais. Les plaidoiries, les parties peuvent plaider en anglais, l'autorisation du tribunal, il n'y a aucun problème à cela, c'est une faculté qui leur est offerte. Donc les parties, leurs conseils, les témoins, les techniciens, c'est-à-dire les experts, peuvent s'exprimer en anglais devant
devant la Chambre du contentieux international sans aucun problème. Bien entendu, si dans le cadre des contentieux, il y a des parties qui ne connaissent pas l'anglais, ils peuvent demander à ce que des traductions simultanées soient faites, et là, évidemment, c'est à leurs frais. Pour le moment, nous nous focalisons exclusivement sur l'anglais. Nous allons certainement évoluer en fonction des langues qui sont suffisamment bien connues par certains juges, autres que l'anglais, pour tenir éventuellement des audiences dans une autre langue. Cette faculté est ouverte, bien entendu, par le protocole. Tout à fait. Alors, les avantages, bien entendu, c'est un avantage en termes de délai et de coût de traduction, puisqu'à partir du moment où les pièces n'ont pas à être traduites, c'est forcément un avantage pour les parties, en termes de coût et de délai. Et au-delà de ces avantages en termes de coût et de délai, est-ce qu'il y a des spécificités, des particularités par rapport aux audiences habituelles? Est-ce que les audiences devant la Chambre du contentieux international vont être très différentes des audiences auxquelles nous sommes habitués devant les autres chambres du tribunal? Alors, je vais commencer par vous donner quelques éléments de procédure qui caractérisent un petit peu la Chambre. C'est tout d'abord systématiquement le calendrier de procédure. Dès la mise en état, nous établissons un calendrier. Ce calendrier pouvant évoluer, bien entendu, au long des incidents qui peuvent émailler l'instance. Et ce calendrier établit les dates de dépôt des conclusions, bien entendu, d'échange des conclusions, les dates d'audition des parties ou des témoins ou des experts qui sont demandés, la date de dépôt des rapports d'expertise, la date de plaidoirie et la date de prononcé du jugement. L'idée, c'est une maîtrise des délais, étant entendu qu'ils s'adaptent au fur et à mesure des événements ou des incidents qui peuvent survenir. Ça, c'est l'une des marques de fabrique, si je peux dire, de la Chambre. Une autre, c'est la formation collégiale. Nous faisons quasi systématiquement des formations de jugement, nous entendons en formation collégiale, ce qui n'est pas le cas des audiences des contentieux habituels, puisque si nous devions, bien que ça soit la loi, entendre les parties en collégial, il est clair qu'il faudrait tripler le nombre de juges. Donc ça, c'est une différence. Dans le cadre de l'examen des preuves, nous avons dans le protocole ouvert aux parties la possibilité de nous demander la comparution personnelle des parties, que ce soit personne physique ou morale. On peut nous demander effectivement à auditionner des témoins et ensuite faire des contre-auditions. Et puis également l'audition des experts. Ceci n'est pas en fait une nouveauté, hein. Tout ça se trouve dans le Code de procédure civile, mais nous avons observé que c'est assez rarement demandé par les parties, bien que ce soit possible, et nous pensons que c'est très important à la Chambre du contentieux international parce que les parties étrangères qui sont habituées à des procédures anglo-saxonnes ont l'habitude de demander ces comparutions, ces auditions, etc. Donc, en le précisant dans le protocole auquel les parties adhèrent dès l'instant qu'ils acceptent d'être jugés, que leur litige soit jugé par la Chambre du contentieux international, ils peuvent avoir accès à tous ces outils que le CPC nous permet de mettre en œuvre.
Donc, également, alors ça c'est plutôt un problème matériel, mais avec des parties internationales, il peut y avoir des problèmes de déplacement et autres. Donc, nous commençons à utiliser justement la visioconférence. Et récemment, nous avons tenu une audience où l'une des parties, le directeur général, était à Bombay et a pu suivre les échanges pendant les plaidoiries sans problème. Donc je pense qu'on va certainement utiliser et être sollicité pour utiliser la visioconférence. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre parfaitement. question. Je crois qu'on voit bien, je dirais, la différence, c'est-à-dire que tous les outils, je dirais, qui existaient déjà dans le code de procédure civile, mais qui n'étaient pas utilisés dans les contentieux, je dirais, non internationaux, vont l'être avec une vraie volonté du tribunal de les appliquer à la disposition des parties. Tout à fait. En fait, le protocole met à la lumière des parties toute la palette offerte par le code et que finalement, nous, praticiens, en réalité, nous n'utilisons pas beaucoup dans les contentieux classiques, soit parce que ça ne se justifie pas, soit effectivement parce que ce n'est pas la pratique. Donc, je pense que c'est très intéressant d'avoir mis en place ce protocole pour mettre en lumière tous ces outils et possibilités pour les parties. Alors, on en vient du coup effectivement à la composition de la chambre, aux avantages de cette chambre. Et donc, on a vu au début que le périmètre de la chambre est assez large en termes de typologie de litige. Et ce qu'on aimerait peut-être savoir pour les praticiens, c'est comment du coup un contentieux vient être attribué à la chambre internationale ou comment le praticien peut faire en sorte que le contentieux dont il a la charge en demande viennent à être traités par cette chambre. Je vais répondre à cette question. En fait, tout d'abord, je crois qu'il faudrait voir la composition de la Chambre internationale. Et on l'a dit tout à l'heure, ce sont 8 juges anglophones, nommés par le président du tribunal, mais nommés sur volontariat. Ce sont vraiment des juges qui sont très volontaires pour atterrir à cette chambre, tous expérimentés dans le domaine des affaires. Donc ça, c'est important. Et effectivement, juge du contentieux. Alors, on a aussi la possibilité d'inclure dans la formation de jugement un juge spécialisé dans le secteur économique concerné. Mais la manière dont est composée la Chambre au jour d'aujourd'hui, elle permet de couvrir extrêmement largement, en fait, les secteurs d'activité, que ce soit la construction, l'ingénierie, la sidérurgie, comme vous le disiez, Aline Montel, tout à l'heure, l'électronique, l'automobile, le négociation international. Sans dresser un catalogue à l'après-vert, nous avons effectivement la totalité des secteurs industriels que l'on peut rencontrer dans les entreprises des Hauts-de-Seine, dont parlait Jacques Fineski tout à l'heure. Votre question était du coup, alors, la composition et ensuite les avantages. Alors, les avantages. Voilà, les avantages de la Chambre. Les avantages, je les vois aussi comme directeur juridique d'un grand groupe international. Tout d'abord, les garanties procédurales du droit français. Un double degré de juridiction. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que le protocole a été aussi signé un an après, comme ça a été rappelé, avec la Cour d'appel de Versailles. Les qualités essentielles reconnues en fait pour l'institution consulaire, et puis des calendriers maîtrisés, des coûts maîtrisés, car les directeurs juridiques sont aussi des gestionnaires de budget. On l'oublie très souvent. Nous travaillons aussi avec les directeurs financiers qui nous demandent de passer les provisions. Combien de temps avons-nous des provisions dans les comptes des entreprises? Et donc, ça permet effectivement d'avoir calendrier maîtrisé, gestion maîtrisée, et puis d'avoir un regard réel sur ce que nous allons devenir, ce que les contentieux vont devenir à terme. Alors, il y a aussi un autre avantage qui est l'ordonnance de Villers-Cotterêts dont on parlait, auquel les parties renoncent. Combien de fois devant les tribunaux, et là je parle en tant que directeur juridique, pas en tant que juge consulaire, on nous oppose la traduction à faire des traductions jurées. Et là, les parties renonçant, les juges pouvant effectivement lire les documents en anglais, je crois que ça constitue aussi un avantage, encore une fois, de coût et de délai que les praticiens du droit peuvent tout à fait apprécier. Alors pour l'instant, nous n'intervenons dans la Chambre internationale qu'en anglais. Peut-être la Chambre se développera-t-elle sur d'autres langues, mais il faut être extrêmement raisonnable sur nos capacités.
Alors, on avait un petit point, et après on pourra rebondir sur les avantages de la Chambre, qui était comment effectivement les contentieux sont orientés vers la Chambre, c'est-à-dire effectivement comment un contentieux en tant que praticien peut être orienté vers cette Chambre si on souhaite qu'elle ne soit pas traitée par les chambres classiques du tribunal de commerce. Alors, elle peut être, en fait, une affaire peut être adressée à la Chambre internationale de plusieurs manières. Tout d'abord par la chambre de placement du tribunal, qui va la voir. D'autre part, lors de la mise en état, puisque lorsque nous présidons une mise en état, si le caractère extrêmement international d'une affaire se fait sentir, alors le magistrat qui préside peut tout à fait suggérer aux avocats présents d'orienter vers la Chambre internationale. Et là, il y a un élément qu'on n'a pas cité tout à l'heure, mais qui est important à mon sens. Il n'y a pas de montant particulier. Ce n'est pas une chambre exclusive. C'est vraiment le caractère de rattachement que vous citiez, Aline Montel, qui est le principal. Ça peut être des petites affaires d'une grande complexité ou des grandes affaires qui sont envoyées à la Chambre internationale. Ensuite, c'est une autre des chambres de contentieux peut effectivement considérer le rattachement à une chambre internationale et envoyer effectivement à cette chambre les contentieux dont il est question. Et en fait, le dernier élément est un élément important tant pour les juristes d'entreprise que pour les cabinets d'avocats qui les accompagnent. Eh bien, c'est une clause attributive de juridiction qui peut être mise dans les contrats. Alors, sans trahir de secret, si vous me demandiez est-ce que vous avez déjà mis ce type de clause dans des contrats de l'entreprise pour laquelle j'exerce, la réponse est oui, plusieurs fois. Bien entendu, ce sera sous le réserve du conflit d'intérêts, ça va de soi. Mais oui, nous mettons ça à l'intérieur de nos contrats déjà. Et dans le slide kit qui sera, je crois, distribué par le barreau ensuite, il y a une proposition, qu'il n'y a pas lieu de lire ici, mais il y a une proposition de clause attributive de juridiction à l'institution consulaire de Nanterre d'une part, et plus particulièrement à la Chambre du contentieux international qui s'y trouve. On voit effectivement qu'il y a diverses voies par lesquelles un contentieux peut arriver à la Chambre internationale et que tout ça est assez flexible. En fait, c'est effectivement en fonction de l'intérêt du dossier, de son internationalité. Vous avez indiqué un élément que je trouve très important, c'est effectivement il n'y a pas de montant minimal pour accéder à cette chambre. Et donc, pour revenir sur les avantages et les avantages de cette chambre, du point de vue du praticien, Madame Aline Montel a rappelé la possibilité d'avoir des experts, des techniciens qui témoignent, et notamment l'usage de la visioconférence. Et je pense que pour nous, praticiens des contentieux internationaux, cette possibilité est extrêmement importante. Parce qu'on sait que, par exemple, en matière d'arbitrage, une des grandes composantes de l'arbitrage, c'est d'avoir beaucoup de témoignages et d'avoir des témoignages en anglais qui donnent un éclairage au litige qui peut être très différent des simples échanges d'écriture, même si elles sont très bien faites par les avocats et les conseils. Mais ça peut donner un éclairage factuel très particulier à un dossier qui est essentiel. Et parfois, les parties se disent oui, cet éclairage serait utile, mais aller à l'arbitrage, c'est totalement disproportionné en termes de coûts par rapport au contentieux. Et finalement, ils se trouvent avec une alternative entre arbitrage très, très onéreux, qui n'est pas forcément adapté pour le litige, et un traitement classique devant une juridiction étatique qui n'est pas non plus complètement satisfaisant. Donc je pense qu'effectivement, cette possibilité de faire témoigner des personnes, d'avoir les parties qui puissent aussi s'exprimer dans une langue étrangère. Et puis, on a vu la souplesse de la visioconférence, notamment, offre, à mon avis, du point de vue des clients, quelque chose d'extrêmement intéressant. Avec en plus quelque chose de très écologique, puisqu'on évite les déplacements des parties. Donc, c'est tout à fait dans l'air du temps. Donc, je ne sais pas si vous, Jean-Fabrice, tu voulais rajouter quelque chose aussi du point de vue du praticien. Oui, du point de vue du praticien, il est évident que ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de nous expliquer, c'est la possibilité d'avoir, je dirais, une véritable audience au-delà de la collégialité, qu'on puisse effectivement auditionner des témoins, faire comparaître les parties, tout ceci dans un calendrier qui est maîtrisé et, disons-le de manière voilà, très franche, avec un coût qui n'a strictement rien à voir
avec le coût soit de l'arbitrage, soit le coût même des juridictions étrangères, puisqu'on sait que la justice en France est gratuite, à la différence de beaucoup d'autres pays. Et c'est sûr que c'est un avantage en termes de coût, mais je dirais aussi un avantage en termes de délai. Parce qu'on parle souvent, je dirais, notamment en matière d'arbitrage, d'une célérité de la procédure qui ne se retrouve pas nécessairement en pratique lorsqu'on est face à des contentieux qui sont complexes. Les calendriers ont tendance à s'étirer, alors que ce que nous avons compris, je dirais, de votre exposé, c'est que dès le début de la procédure, vous allez fixer un calendrier avec des délais qui seront à la fois, je dirais, permettront, je dirais, de mener les débats de manière parfaitement contradictoire et que chaque partie puisse développer sa position de manière utile, mais tout en maîtrisant les délais qui sont toujours importants pour nos clients. Donc, je vois deux avantages en ma qualité de praticien, deux avantages principaux, il y en a évidemment d'autres, mais une maîtrise des coûts et une maîtrise du délai, de la résolution du contentieux. Si vous me permettez d'intervenir sur ce que vous dites, l'absence de traduction des documents dans des litiges complexes, le fait que les juges de la Chambre internationale puissent les lire en anglais, représente aussi un avantage colossal en matière de coût et de délai. Car on sait très bien que les traductions coûtent excessivement cher, mais excessivement cher, et là je le dis en tant que praticien en entreprise. Et puis, ce sont des délais qui sont très très longs pour avoir des documents certifiés et autres. Donc, je pense que ça collabore en fait à cette maîtrise des coûts et des délais que les entreprises pourraient apprécier en confiant leur contentieux à la Chambre internationale. Oui, et moi, pour avoir vécu un contentieux où on s'est enlisé sur des problématiques de traduction jurée, c'est-à-dire qu'on avait de chaque côté des traducteurs jurés, mais qui ne donnaient pas forcément une lecture de la clause qui finalement tranchait le sujet. Et finalement, le délai pour traiter ce dossier a été considérablement ralenti par cette problématique de traduction, alors qu'en réalité, le nœud du litige n'était pas forcément que sur ce sujet-là. Ça en faisait partie, mais ça n'était pas uniquement ça. Et donc, je pense qu'effectivement, ça permet d'évacuer certains sujets qui cristallisent des oppositions en termes de procédure pour un traitement qui est effectivement beaucoup plus efficace pour les parties. Alors après, bien sûr, certaines parties peuvent se dire qu'elles peuvent avoir des stratégies, notamment en défense, d'enlisement des contentieux. Et donc, c'est pour ça qu'il est fondamental, à mon sens, que les praticiens mettent des clauses dans les contrats, parce qu'une fois que le litige est né, à mon sens, c'est beaucoup plus compliqué de trouver un accord entre parties sur le fait d'orienter peut-être le litige devant la Chambre. Donc, ce n'est pas, à mon avis, exclu, parce que je pense que les deux parties peuvent y avoir intérêt, notamment par rapport au coût, parce que le coût, il est souvent partagé des deux côtés. Les deux parties ont des coûts importants s'ils vont sur des contentieux très longs à l'étranger. Mais je pense qu'effectivement, le fait d'insérer les clauses est un élément fondamental. Oui, d'ailleurs, c'est peut-être une question qu'on pourrait préciser. En l'absence de clauses attributives de juridiction ou d'attribution du litige à la Chambre du contentieux international, il faut l'accord des deux parties pour que l'affaire y soit distribuée. Absolument. Donc ça renforce vraiment l'intérêt de prévoir dans les contrats cette clause attributive. Est-ce qu'on peut voir peut-être aussi comme avantage, je dirais, de cette Chambre, vous avez indiqué tout à l'heure, je pense que c'est très important que ce n'est pas l'importance financière, l'enjeu du litige qui justifiera l'attribution d'un litige à la Chambre. Et on sait que parfois, lorsque des contentieux ont des enjeux financiers qui, sans être négligeables, ne sont pas nécessairement importants, le coût, lorsque, par exemple, il y a un arbitrage une clause attributive, une clause compromissoire qui est prévue, le coût de l'arbitrage peut être prohibitif entre les frais administratifs, les frais des conseils qui sont souvent démultipliés dans ces procédures et les frais des arbitres, alors que devant la possibilité de faire traiter ce dossier par votre chambre, cette question ne se posera pas. C'est une véritable ouverture, en fait, d'une possibilité, dans les litiges internationaux, de faire trancher un contentieux par des femmes et des hommes
qui sont des juges consulaires, mais qui sont aussi expérimentés dans le domaine des affaires, à un coût et un délai maîtrisé. Je crois que c'est peut-être comme ça qu'on pourrait aussi résumer en fait, l'avantage de cette chambre. Et je pense aussi que dans certains types de contrats, je pense notamment au monde de la distribution, c'est vrai que parfois, moi j'ai des directeurs juridiques qui m'ont posé la question de le fait de mettre, comme tu disais, une clause d'arbitrage dans un contrat, ça peut priver d'accès en fait à une juridiction. Alors il y a eu de la jurisprudence sur le fait que c'était pas forcément un déni de justice, hein, notamment de la Cour d'appel de Paris, mais on a cette notion économique aujourd'hui de déséquilibre significatif très important entre les parties à des contrats. Et souvent, les directions juridiques nous disent, mais finalement, si je mets une clause d'arbitrage, si moi je suis en position très forte vis-à-vis de mon distributeur, est-ce que ça pourrait pas constituer une forme de déséquilibre significatif ? Et c'est une question qu'on se pose en tant que praticien. Et là, effectivement, on peut finalement rééquilibrer les choses en ayant à la fois certains avantages de l'arbitrage, mais en ayant effectivement un accès à une chambre qui est possible pour les deux parties et qui ne crée pas un éventuel déséquilibre. Donc, je pense que c'est un élément qui s'insère parfaitement aussi dans l'évolution du droit économique en France et avec cette notion d'équilibre important entre les parties qui négocient un contrat. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai eu récemment le cas où on a chez un client, on retrouve dans les conditions générales de vente une clause compromissoire au profit d'une institution étrangère et un litige à 40 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. On a un litige à 40 000 euros et on va devoir engager une procédure avec des coûts qui sont très importants, dont on peut espérer qu'ils soient éventuellement remboursés ou qu'il y ait une condamnation, je dirais, de la partie adverse à les rembourser, mais avec toujours la difficulté de la solvabilité de l'adversaire et de la certitude ou pas de récupérer ses frais. Et dans l'espace temporel, en plus. Oui. Combien de temps ça va durer? Oui, le partenaire existera-t-il toujours à la fin du contentieux? C'est une vraie question. La durée de la procédure pour nous, praticiens en entreprise, est une réelle question. Le temps, c'est de l'argent. Et combien de temps ça va durer? Combien de temps allons-nous devoir conserver dans les comptes des provisions relatives à un litige? Avec en plus le fait que l'économie étant dynamique, on a des rachats d'entreprises. Donc on a aussi, je dirais, du point de vue du contentieux, moi je le vois sur des contentieux qui durent des années, des personnes dans les entreprises qui bougent, qui ne sont plus là. On n'a plus la mémoire du contentieux. On ne sait plus ce qui s'est passé forcément au début. Donc, quand vous avez des contentieux qui durent des dizaines d'années, c'est extrêmement difficile à piloter en entreprise. Et c'est vrai que d'avoir ce calendrier et cette possibilité d'avoir le litige traité dans un temps quand même assez court, c'est vraiment, à mon avis, fondamental en termes même de gestion des risques au sein des entreprises. Oui. Avec tous les avantages, je dirais, que l'on retrouve par ailleurs au tribunal de commerce, que vous avez rappelé également, d'avoir des juges consulaires qui ont la connaissance, je dirais, pratique des affaires et pas simplement une connaissance juridique. Alors, je pense qu'on a déjà couvert un certain nombre de sujets dans le cadre de cette présentation, à la fois sur le mode de fonctionnement de la Chambre, les procédures, les avantages. Je ne sais pas si dans les intervenants qui nous écoutent ont des questions spécifiques. Alors, nous avons des questions. Ah, très bien. Donc, merci aux participants. Donc, une première question. La seule application du droit de l'Union européenne permet-elle de reconnaître la compétence de la Chambre? Madame Montel. C'est un critère d'internationalité dans le protocole. Absolument. Tout à fait. Tout à fait. Et nous avons des questions également sur la médiation. Deux questions. Savoir si la Chambre envoie-t-elle dans certains cas en médiation. Et après, l'autre question, c'était de savoir en fait si vous aviez à disposition des médiateurs qui sont réellement anglophones. Voilà. Alors, sur la question de la médiation, nous avons d'ailleurs dans le protocole prévu, effectivement,
que les audiences ne sont pas exclusives de la médiation et que tout à fait on peut envoyer les parties en médiation, ça c'est tout à fait évident. Maintenant, donc nous avons des conciliateurs à notre service, je dirais, entre guillemets, au tribunal de commerce de Nanterre. On n'a pas encore exploré le détail, n'est-ce pas? Je crois qu'il faut rester Sans révéler le secret, nous avons une affaire qui est partie en conciliation venant de la Chambre internationale. C'est exact. Sans révéler plus. Voilà. Alors, nous avons effectivement 7 conciliateurs au tribunal de commerce qui sont des anciens juges. Donc, il y a l'avantage de connaître évidemment le monde de la justice et le monde économique, et qui donc sont tout à fait adaptés pour ce type de litige. Mais nous pouvons aussi recourir à des médiateurs qui, là, sont choisis évidemment à l'extérieur du tribunal. Alors, la conciliation, si vous me permettez, a un avantage. Donc ça, c'est le gestionnaire de budget qui parle. C'est qu'elle est gratuite. Oui. Voilà. Exact. Alors que la médiation a un coût. Oui. Et quand on gère un budget sur un très gros contentieux, maintenant, les directions juridiques internationales ont un regard très particulier sur les coûts que nous exposons pour défendre les entreprises sur le territoire français. Et donc, c'est pour ça que Chambre internationale plus conciliation, voire médiation en dehors des honoraires du médiateur, peut présenter aussi cet avantage-là, en réponse à la personne qui a posé la question. Également sur les Je vais peut-être juste rebondir, parce que comme je suis moi-même médiateur, ce que je vois comme intérêt, c'est qu'effectivement, la conciliation, c'est un autre juge, bien évidemment, que celui qui va instruire, qui l'apprend. C'est un ancien juge. C'est un ancien juge. Voilà, c'est un ancien juge, donc on a cette garantie d'indépendance du fait que la conciliation sera faite en dehors du traitement du litige, et on reste dans l'enceinte du tribunal. Donc voilà. La médiation, on va effectivement sortir d'une certaine façon du cadre du tribunal, et dans certains contentieux, c'est vrai que ça a un coût, mais ça peut avoir un intérêt de sortir les parties du cadre du tribunal, parce que ça leur permet aussi d'avoir une approche qui n'est pas seulement focalisée sur leur litige. Et on sait qu'en médiation, on peut trouver des solutions parfois quand on investigue en dehors des problèmes purement juridiques du litige, en recréant par exemple des courants d'affaires entre des co-contractants. Donc je pense qu'effectivement le choix, et c'est bien que le protocole le prévoit, effectivement ça peut être conciliation ou médiation, et c'est à nous praticiens de bien orienter effectivement aussi nos clients sur qu'est-ce qui, en fonction du contentieux, est le plus opportun. Et pour avoir fait une médiation en anglais, je confirme que c'est pas toujours évident. Donc, ils font tomber sur et j'étais conseil de partie pour le coup dans cette médiation, et ça se passait en Pologne. Et donc, il faut effectivement avoir un médiateur qui maîtrise suffisamment bien la langue anglaise pour que les parties soient à l'aise dans la négociation et pour arriver à tirer le fil de la médiation et faire progresser les discussions. Très bien, merci beaucoup. Alors, une autre question à propos de coûts. Les magistrats de cette chambre vont-ils enfin rehausser l'article 700 pour tenir compte du vrai coût du contentieux, en particulier la contentieux international, qui fait appel à des compétences spécifiques et donc représente un coût pour le client plus important que dans un contentieux classique? Ce que prévoit le protocole, c'est que les parties peuvent justifier de leurs frais et apporter les éléments qui permettra au tribunal de pouvoir considérer de façon plus pratique, plus éclairée que dans les contentieux habituels, le niveau de condamnation à l'article 700. Et je pense que là-dessus, en tant que praticien, je dirais qu'on a vu quand même une évolution sensible des tribunaux de commerce sur ce sujet, qu'on n'a pas encore toujours vu devant les tribunaux judiciaires, malheureusement, parce que devant les tribunaux judiciaires, les contentieux peuvent être aussi extrêmement lourds en termes de traitement. Mais je dirais qu'il y a une évolution, même en dehors du contentieux international, de prise en compte de la complexité des contentieux sur l'article 700. Après, c'est aussi effectivement à nous, praticiens, d'apporter les éléments au tribunal, parce que parfois on fait une demande importante d'article 700 et on ne fournit pas forcément d'éléments
je dirais, explicatif suffisant. Et parfois, on est même un peu timoré, quand on plaide, souvent, l'article 700, on ne le plaide pas parce qu'on considère que c'est presque inopportun. Mais donc, si effectivement, il y a un dossier où ça a été extrêmement lourd pour des raisons particulières dans le dossier, je pense que c'est aussi à nous, praticiens, d'attirer l'attention du tribunal sur ce point. Et c'est prévu dans le protocole. Voilà. Et là, on est peut-être aussi effectivement timoré, c'est dans la production de nos notes d'honoraires. Voilà. Et c'est vrai que on ne le retrouve pas, je dirais, en matière d'arbitrage, même où les honoraires peuvent être très importants. Et c'est vrai que c'est très bien que le protocole puisse le prévoir, parce que ça peut retirer certains freins et donner au tribunal une vision beaucoup plus juste des coûts qui ont été effectivement exposés par les parties, et lui permettre de rendre une décision. Voilà. Merci. Je confirme qu'effectivement, depuis quelques années, on fait un effort sur l'article 700 au tribunal de commerce de Nanterre, sous d'ailleurs l'influence de juges parmi nous qui viennent du monde de l'entreprise, comme mon voisin. Mais je confirme aussi que les cas où un avocat justifie de frais est extrêmement rare. Moi, je ça l'ai vu arrive. Une fois en 10 ans. Oui, moi c'est à peu près pareil, une ou deux fois en 10 ans. Alors je ne sais pas si c'est une pudeur ou une autre raison, mais il m'est arrivé plusieurs fois de dire à des avocats, mais justifiez vos frais, puisque vous laissez le juge décider de façon totalement arbitraire et du montant. Bon, si vous ne justifiez rien, il n'y a aucune raison qu'on vous donne plus que ce qu'il faudrait donner. Beaucoup d'avocats qui dans beaucoup d'affaires au tribunal judiciaire, notamment à titre de brevet, avec tous les conseillers en brevet, justifient les frais. J'étais sur une affaire en brevet pour l'entreprise il y a très peu de temps. Avec les avocats, nous avons une demande d'article 700 qui était extrêmement haute, en dizaines de milliers d'euros, pour ne pas dire en centaines de milliers d'euros, avec une justification des frais des avocats, des conseillers en brevet. Donc, si ça peut se faire sur d'autres juridictions où c'est d'ailleurs un peu, pas une coutume, mais c'est une habitude, je pense que ça peut se faire effectivement au tribunal de commerce de Nanterre. Merci. Alors, les questions continuent. Merci à nos auditeurs pour l'interactivité. Nous avons une question. Est-ce qu'il y a en matière d'exécution, donc quid en matière de GEX, de saisie conservatoire, avez-vous des juges de l'exécution au sein de la Chambre internationale? Ce serait utile à l'avenir si ce n'est pas le cas, car sinon on est obligé de tout traduire pour le GEX qui est souvent saisi avant le juge du fond, et donc on perd un des avantages de la Chambre internationale. Bon point. On n'a pas de GEX. Non. C'est clair. Pas pour l'instant. Pas pour le moment. Alors, une question sur la publicité. Sachant qu'il y a une option, procéduralement, on peut faire les mesures conservatoires soit au tribunal de commerce, soit au GEX du tribunal judiciaire. Donc, voilà. Donc après, ça dépend du choix qui est fait par le praticien aussi par rapport à ça. Et je pense qu'aussi, en ce qui concerne la traduction des pièces, mais c'est vrai qu'il y a un choix pour les mesures conservatoires entre le juge de l'exécution du tribunal judiciaire et le président du tribunal de commerce, devant lequel l'affaire au fond relève de la compétence. Et si jamais il y a une clause attributive à la Chambre internationale, je suppose que ça sensibilisera le président du tribunal si jamais il est saisi de demandes de saisie conservatoire, s'il y a un certain nombre de pièces qui sont en anglais et qui ne sont pas traduites. C'est vrai qu'on traite tous les jours au tribunal de commerce des requêtes en saisie conservatoire, donc on sait faire. Sur la traduction, personnellement, je maîtrise bien l'anglais, donc je n'aurai pas de problème, évidemment, à les signer, et ma vice-présidente aussi, je crois, donc a priori, on n'a pas de problème procédural, si vous voulez, à le... Parce que le problème, enfin moi, en ma qualité de praticien, le problème en ce qui concerne la traduction des pièces que j'ai pu avoir, c'est toujours, en tout cas du côté du tribunal de commerce, c'est toujours lorsque on est dans une procédure contradictoire et que l'adversaire s'oppose en disant voilà, telle pièce a été produite mais n'est pas traduite, parce que devant les juridictions commerciales, en général, les juges
comprennent les pièces en anglais, ne nous demandent pas de les traduire. C'est différent devant le tribunal judiciaire où je dirais, la demande de traduction de pièces vient plus du juge que de l'adversaire. C'est pour ça que je commençais par le point de savoir, ça dépend aussi en tant que praticien, quelle option tu utilises pour tes saisies conservatoires. Alors, une autre question. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe une chambre similaire au sein du tribunal de commerce de Paris depuis 1993 et à la Cour d'appel de Paris depuis 2017 avec des protocoles respectifs signés qui avaient pour but de concurrencer notamment la Commercial Court de Londres à la suite du Brexit pour renforcer l'attractivité de Paris. Donc les protocoles que vous avez présentés ont de grandes similitudes avec ceux de Paris. La question est donc la suivante. Est-ce que cette création a pour objectif de concurrencer le contentieux de Paris ou plutôt dans le but de renforcer l'attractivité de l'Île-de-France? La question n'a pas d'arrière-pensée négative. L'intervenant est ni des Hauts-de-Seine, ni de Paris, mais de Provence. D'accord. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier objectif de la création de cette chambre, c'était d'abord de rendre un service aux entreprises des Hauts-de-Seine. Comme je l'ai indiqué, beaucoup ont une activité internationale, donc beaucoup sont susceptibles d'avoir des contentieux internationaux, et donc il nous semblait naturel qu'ils puissent venir vers leur tribunal de rattachement naturel. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Ensuite, il est évident, et c'est ce que j'ai aussi essayé de développer, c'est que nous menons un peu le même combat que le tribunal de commerce de Paris en ce qui concerne, on va dire, le Grand Paris place de droit. C'est-à-dire de promouvoir le droit français, de promouvoir la procédure française et surtout d'asseoir la place de Paris comme étant une alternative crédible à d'autres chambres commerciales qui sont en train d'émerger dans d'autres pays. Donc, il n'y a pas d'antagonisme avec Paris de ce point de vue-là, et sans dévoiler de secret, nous avons des discussions avec Paris Place de Droit, et ceci dans un sens de coopération, pas dans un sens de compétition. Pas de concurrence, même combat. Non, exactement. Est-ce que les audiences, vous résumez très bien. Est-ce que les audiences au sein de la Chambre sont publiques et du coup, est-ce que la confidentialité et le secret des affaires est assuré lors des procédures? Alors ça aussi, bon, les audiences sont publiques, ça c'est la généralité, c'est le principe, n'est-ce pas? Et le protocole prévoit effectivement qu'on entende les parties en chambre du Conseil si les dispositions de l'article, dont je n'ai plus le numéro en tête, sur la protection du secret des affaires le justifient. Il n'y a sur ce point aucun problème. Alors nous avons également une question sur le système de visioconférence prévu par le protocole, article 6.4. Est-il déjà opérationnel au sein de la Chambre pour des auditions ou témoignages à distance? L'avez-vous déjà mis en pratique? Si oui, quels ont été les avantages ou au contraire les défis rencontrés, par exemple avec le type de logiciel nécessaire ou la confidentialité des auditions? Alors, le premier défi qu'on a rencontré, c'était d'abord le masque. Parce que la première audience a eu lieu en période sanitaire complexe. Et effectivement, nous avons déjà eu une audience avec, comme le disait Madame Montel, un directeur général qui était à Bombay et plusieurs parties qui étaient sur plusieurs parties en France et qui n'avaient pas pu venir à cause des mesures sanitaires. Et la question technique est une vraie question. Mais dans la première audience que nous avons eue de cette manière, et les suivantes d'ailleurs, la question technique a été surmontée sans aucun souci. Merci. Et l'avantage d'entendre une des parties, d'entendre des techniciens, d'entendre d'autres praticiens, est réel lors de la plaidoirie sur ce qu'on peut se faire comme idée d'un dossier, au-delà même des écritures, même extrêmement pointues des deux parties. Alors, une question qui avait déjà été posée préalablement. Y a-t-il, oui, mais où y aura-t-il une chambre internationale à la Cour d'appel de Versailles? Il n'y a pas une chambre internationale qui ne ferait que ça, a priori, je pense que non. Par contre, comme je l'ai dit au début, il y a un protocole qui a été signé entre le premier président de la Cour d'appel et le bâtonnier des Hauts-de-Seine pour créer une section internationale au sein d'une chambre commerciale du tribunal de la Cour d'appel de Versailles. Et donc, qui serait susceptible de traiter tous les dossiers qui viendraient en appel venant de notre tribunal. Ce qui veut dire,
suppose que c'est la question que sous-tendait notre auditeur, que les avantages que l'on retrouve devant la Chambre du contentieux international en première instance devant le tribunal de commerce de Nanterre, on les retrouvera également en appel devant la Cour. Absolument. Les protocoles sont d'ailleurs très, très voisins, notamment en termes de fonctionnement. Tout à fait. Très bien, alors une question pour Et je rebondir. dirais peut-être, d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'on n'en a pas parlé quand on a parlé du comparatif avec l'arbitrage, c'est que ça veut dire que vous avez 2 vrais degrés de juridiction. Absolument. Ce que vous n'avez pas en matière d'arbitrage, généralement. Le double de ce double degré de juridiction est un des réels avantages en fait de cette chambre. Comme de la Chambre de Paris d'ailleurs, parce que comme il n'y a pas de compétition, c'est un fonctionnement similaire. Nous avons donc une autre question. Pour rebondir sur le commentaire relatif au tribunal de commerce de Paris et à l'observation de M. Pité, comment sera géré l'article 47 du CPC? L'instance sera-t-elle dépaysée automatiquement vers la Chambre internationale du TC de Paris? Je dois dire que cette question ne s'est absolument pas posée au jour d'aujourd'hui et je n'ai pas la réponse à cette question, mais c'est effectivement une question qu'on va se poser. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes ont éventuellement des dernières questions? Puisque le titre, c'était tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Chambre du contentieux international. Donc, s'il y a des dernières questions, n'hésitez pas. Non, visiblement. Pas de questions? Ah. Si. Oui, savoir si les juges de la Chambre auront-ils une formation ou expertise particulière en droit international, donc sur le conflit de loi, conflit de juridiction? Nous avons des obligations, si vous me permettez, Madame Montagne, nous avons des obligations de formation qui nous sont imposées, et sous l'égide de Jacques Finiski, bien entendu, il y a une très forte recommandation dans nos obligations de formation annuelles auprès de l'ENM, bien entendu, de suivre les formations de l'ENM sur le conflit de loi et tout le versant international. Bon. Sachant que comme effectivement vous êtes des praticiens du droit économique des entreprises, vous avez été confrontés à ces sujets de manière régulière. Donc l'avantage d'avoir effectivement, ce qui était rappelé tout à l'heure, des juges consulaires qui connaissent à la fois effectivement les secteurs, mais aussi l'activité économique internationale et les problématiques internationales, fait qu'effectivement il y a un prisme intéressant pour ce type de sujet. Merci. Nous avons une question très pratique, moins juridique. Donc, un anglophone dont l'anglais n'est pas forcément la langue maternelle peut parfois ne pas réellement comprendre un propos anglais. Comment procédez-vous alors? Avez-vous déjà réfléchi à l'enregistrement de la parole du témoin qui parle anglais avec un fort accent? Texan, par exemple, pour l'anecdote. Oui, alors, en général, les Texans parlent très bien anglais, sauf que effectivement, c'est nous qui n'arrivons pas à les comprendre. C'est autre chose, mais... Je crois qu'on n'a pas encore réfléchi aux détails, n'est-ce pas, très pratiques de ce sujet. Mais enfin, à titre personnel, j'ai travaillé dans une entreprise internationale où du matin au soir, on passait de correspondants écossais à des correspondants indiens, à des correspondants texans, etc. Je pense que les uns et les autres, nous avons été soumis à ce genre d'exercice. Voilà. Et puis, on peut toujours poser des questions et demander et approfondir le propos qui vient d'être tenu. On va répéter. Sachant que, comme vous l'avez indiqué aussi, il y a toujours la possibilité, à la demande d'une des parties, de faire intervenir un traducteur. Si, par exemple, l'une des parties a des difficultés à comprendre l'accent prononcé d'un témoin ou d'une partie qui comparait, d'un expert. Ou s'exprime dans une langue différente. Ou s'exprime dans une langue différente. Et pour compléter la remarque tout à l'heure sur la question de l'article 700, et fournir bien entendu la facture des coûts de traduction dans la demande d'article 700, ça va de soi. Écoutez, merci beaucoup. Nous n'avons plus d'autres questions. Nous remercions nos participants. Ah, nous avons une dernière question. Allez-y. Merci pour votre interactivité. Pour confirmation, il n'y a pas de traduction en anglais des jugements ou ordonnances rendues par la Chambre. Si oui, la traduction du jugement est-elle aux frais des parties? Oui. La réponse est oui. Tout à fait, mais c'est le jugement tel qu'il est rédigé en langue française qui fait foi. D'accord. De toute façon.
Écoutez, merci beaucoup. Je pense que nous pouvons... Merci à tous pour ce webinaire. Merci à toutes les personnes qui se sont inscrites et à toutes les questions qui étaient nombreuses. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Et comme ça a été indiqué tout à l'heure, il y a un support qui a été préparé mais pas diffusé pour laisser l'interactivité pendant cette session et qu'on pourra adresser aux personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. On le mettra peut-être je ne sais pas Alexandre, on le mettra à disposition. On le mettra à disposition sur notre site internet matoc92.com avec le replay du webinaire et il sera envoyé aux participants inscrits. Parfait. Nous remercions d'ailleurs pour leur interactivité et leurs questions. Mille merci à tous. Juste peut-être en guise de conclusion à destination de nos auditeurs, des intervenants justiciables. Vous l'avez compris, si les avantages de cette chambre du contentieux international vous ont convaincu de son utilité, il est utile de prévoir dans vos contrats des clauses attributives de juridiction pour être certain que votre affaire, si jamais il y en a une, ce qu'on ne souhaite jamais, puisse être distribuée devant cette chambre sans avoir besoin d'obtenir l'accord de la partie adverse. Tout à fait. Écoutez, merci à tous pour ce webinaire et puis donc on souhaite plein de beaux contentieux à la Chambre du contentieux international du tribunal de commerce de Nanterre. Merci à tous. Maître. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.